Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cars Up. Aujourd'hui, nous avons de la chance parce que, alors que la pluie était annoncée, il ne pleut pas et ça tombe rudement bien parce que nous allons essayer une Porsche 991 Speedster, c'est-à-dire une 911 type 991 Speedster. Et comme vous le savez, essayer un Speedster avec la capote sur le toit, c'est quand même un peu dommage, ça ne présente pas un grand intérêt. Alors qu'une fois ouvert, on profite de l'air et du son. On va d'ailleurs l'ouvrir. Voilà une auto que je connais. Je sais. Salut Nico, ça va? Salut Sam. Ah, c'est clair, c'est baquet. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Voilà une auto que je connais très bien. Bah oui, en fait, c'est toi qui l'as acheté pour son client Moi qui l'ai acheté en 2019 propriétaire. Ouais. pour le propriétaire actuel. Mais c'est une bonne surprise de l'avoir. C'est une voiture qu'on a achetée pour Sylvain, le prénom du propriétaire. En Quelle 2019. gentillesse, on remercie Sylvain Ah oui, de nous la prêter, même si on a déjà roulé avec cette auto ensemble. Oui. J'étais le premier à la rouler. Oui, puisque tu es allé la chercher en fait, en J'étais la Allemagne. chercher en Allemagne. Ouais. Enfin, je ne l'ai pas ramenée en fait, j'étais l'essayer en Allemagne. Ouais. Elle est revenue en plateau. Mhm. La voiture avait 30 km. À 30 En fait, ah oui. elle appartenait à un footballeur italien qui avait eu la chance d'avoir un bon de commande pour l'acheter. Parce que cette auto a été limitée à 1948 exemplaires. 1948 exemplaires. 1948 Commémoration exemplaires. des 70 ans de Porsche. Exactement. 1948. Et donc avec ce qu'on appelle le pack héritage, hein. Donc c'est la finition, le pack qui est historique, enfin avec la livrée historique plutôt. La livrée historique, à un détail près, le pack héritage, normalement, c'est un numéro 70. Non, c'est un numéro de 0 à 99. Donc celle-ci avait le numéro 11 pour 911. Et nous, on a changé le numéro pour remettre le 130 de James Dean avec la police peinte au pinceau caractéristique qu'il avait sur sa 550 Spider. Caractéristique des voitures de course de cette époque où on peignait le rond blanc au pinceau et ensuite les chiffres avec un deuxième pinceau. Le client n'avait pas eu la chance d'avoir un bon de commande chez Porsche, parce que les bons de commande chez Porsche ou chez Ferrari, c'est quand même souvent compliqué. Bon, chez Cars Up, on a la chance de parfois pouvoir en avoir parce qu'on a des relations privilégiées avec les constructeurs. Et là, en l'occurrence, bon, c'était le début de Cars Up, donc on n'avait pas de relation privilégiée, mais par contre, on avait la capacité à sourcer les autos, qu'on a toujours. Et donc, on l'a trouvée neuve. Elle avait été achetée par le capitaine de foot de l'Italie des années 2010, dont le prénom commence par un A et le nom commence par un P. Étant donné mes connaissances en football, je laisserai les passionnés deviner et nous écrire sur les commentaires. Et en fait, il avait eu un bon de commande, il s'était retrouvé à l'acheter, du coup, vu qu'il avait un bon. Il a fait les 25 km sur le circuit de l'usine avec le pack, donc il y a une option qui est le pack réception, là, où tu vas sur le circuit et tu essayes la voiture à la livraison, en fait. Puis ensuite, il l'a amené dans un garage à côté chez un copain à lui, qui l'a mise à vente. Donc voilà. On peut dire sans risque de se tromper que le Speedster est une tradition chez Porsche, puisque les premiers Speedster ont été présentés en 1954. Ces premiers Speedster étaient basés sur les Porsche 356 et ont été conçus par Porsche sur une suggestion de Max Hoffman, le célèbre importateur de voitures de sport européennes aux États-Unis. Il faut savoir qu'au milieu des années 50, le marché américain représentait déjà 50% des ventes pour Porsche. Donc, au travers de Max Hoffman, qui représentait à lui-même plus de la moitié des ventes de Porsche aux États-Unis, probablement, les conseils de Max Hoffman étaient écoutés avec attention par les dirigeants de la marque Porsche. Et donc, en 1954, Max Hoffman suggère à Porsche de fabriquer une variante de la 356 à moindre coût,
relativement économique, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de contrer les voitures de sport d'importation britannique qui sont objectivement moins chères que les Porsche. Et l'idée est simple, il s'agit de créer une Porsche ouverte, non pas décapotable, une sorte de roadster à l'ancienne, une voiture qui est vraiment conçue pour rester ouverte l'essentiel du temps, donc économique, avec un système de capotage simple, une capote dite de secours, des vitres latérales qui sont des ajouts, en fait, des vitres souples en plexiglas que l'on installe momentanément si besoin est, mais la voiture est conçue pour être utilisée ouverte. Et cette demande de Max Hoffman est associée à un prix maximum de 3 000 $. Les premières 356, donc Préa en 54, sont présentés en version Speedster avec les deux moteurs 1500 disponibles à cette époque-là, le 1500 standard 55 chevaux et le 1500 super 70 chevaux. Puis à partir de 1955, la version 356A est elle aussi déclinée en Speedster, en 1600 donc. Il se vendra plus de 9000 Porsche 356 Speedster, essentiellement aux États-Unis, au cours de ces 4 années de fabrication. De manière assez amusante, on peut noter que ce succès, absolument pas relatif, c'est un véritable succès qui est dû au fait que la voiture étant plus légère, elle est plus performante que la 356 standard, elle est plus vive, elle est très réussie esthétiquement parlant, puisque le pare-brise est réduit à sa plus simple expression, il est à peine plus haut que ça. D'ailleurs, si on mesure 1,80 m ou plus, on a le haut de la tête, le front exposé directement au courant d'air. Si on doit utiliser la capote de secours, on est pratiquement comme sous un parapluie, tellement le pare-brise est bas, la capote redescend, on voit presque plus la route. Lorsqu'elle est ouverte, elle est extrêmement élégante. Et aujourd'hui, alors que c'était une version économique au départ, conçue comme telle, les variantes de Porsche 356 les plus cotées en collection sont les 356 Speedster, justement. Il en sera d'ailleurs dérivé aussi une version Carrera avec le moteur conçu par Ernst Fuhrmann à 4 arbres à cam en tête de 100 chevaux dans la version standard en 1500 et de 110 chevaux en Carrera GT avec le même 1500 mais poussé à 110 chevaux. Là on atteint les 200 km/h avec un 0 à 100 entre 11 et 12 secondes, ce qui pour le milieu des années 50 est une vraie performance. Et ces voitures sont aujourd'hui, voitures qui ont toujours été très rares, ces versions, sont extrêmement cotées. Par la suite, la gamme Porsche ne comporte plus de version Speedster. Il faudra attendre le 911G en version 3,2 litres pour retrouver dans la gamme Porsche un nouveau Speedster à partir de 1989, c'est-à-dire la dernière année de fabrication des 911 3,2 litres. Ce Speedster est proposé en deux versions, étroites, comme les Carrera 3,2 litres normales, et Turbo Look avec la carrosserie large des 911 Turbo type 930. Et elles en profitent d'ailleurs aussi pour récupérer le système de freinage des 930. Cette voiture sera un succès, puisqu'en un an, à peine plus, il s'en vendra de mémoire 2103 exemplaires. Et la version étroite, qui pourtant était nettement moins chère, elle a été un peu boudée. Il n'en a été vendu que 171 exemplaires. Et aujourd'hui, elle est plus cotée que la version large sur base de 911 Turbo. Le Speedster est réédité sur la base de la 964, mais assez curieusement, uniquement en version étroite. Ce sera un échec, Porsche avait prévu d'en vendre 3000, il n'en sera commercialisé finalement que 930. Il est possible que cet échec soit la raison pour laquelle il n'existera pas de Speedster sur les types 993 et 996. Il faut attendre 2011 pour qu'un nouveau Speedster soit proposé sur la base de la génération 997 qui est en fin de carrière à cette époque. Et ce nouveau Speedster est en quelque sorte une inversion de tendance dans la façon de concevoir un Speedster chez Porsche, puisque aussi bien les 3,2 litres que les 964 avaient respecté en quelque sorte l'idée première qui était de faire une voiture simplifiée, plus légère, avec un pare-brise abaissé, un système de capotage de secours et un intérieur plutôt simplifié par rapport aux versions standards, par rapport aux versions normales. La 997 Speedster est au contraire une voiture voulue comme un modèle très haut de gamme et luxueux chez Porsche. Elle est d'emblée équipée par exemple de la boîte PDK, alors que c'est une option sur les autres Porsche 997 depuis qu'elle est proposée. De même, le seul moteur proposé est le 3,8 litres avec l'option X51 qui porte la puissance à 408 chevaux. Comme chacun le sait, et on l'a relativement bien expliqué lors de l'essai de la 991 GT3 RS, les 991 succèdent aux 997, présentent un grand nombre d'améliorations par rapport à la génération précédente. En 2019, la nouvelle 911 type 992 est déjà sortie et c'est le moment que Porsche choisit pour présenter la dernière Speedster que l'on connaît jusqu'à présent, à savoir la 991, c'est-à-dire ce modèle. C'était livré dans les premières. J'ai plus le numéro en tête, c'est la... 200 et quelques. C'est la 235. Oui.
Voilà, donc elle était vraiment livrée Parmi les premières. c'était les 10 premiers pourcents de production, 15 premiers pourcents de production. D'autant plus que le pack héritage posait quelques soucis à Porsche en termes de production. Il a été question à un moment qui ne livre pas certains packs héritage, etc. Sachant qu'il y a sur les ailes la bande est peinte. Et oui. Sur le bouclier avant est peint. Après les ronds c'est des stickers et tout. Mais du coup ça demande une certaine ingénierie. Travail de carrosserie de peinture qui n'est pas du tout évident puisque le vernis recouvre les deux teintes. Oui, il n'y a pas de. À l'aspect on sent rien. Hein. C'est pas un travail en sticker. Là tu le sens. Ouais, tu le sens tout de suite. Et donc voilà, cette auto est arrivée en France en fin 2019. Ça a été une des premières en France aussi d'ailleurs, parce que la plupart des premières n'étaient pas livrées en France, elles étaient plutôt livrées en Allemagne et aux US. Et puis, enfin à ma connaissance, hein, je peux me tromper là-dessus parce que c'est toujours assez opaque. Et puis pour savoir qui a la première, etc. Bon bref, en tout cas c'était une des premières Speedster en France. En fait on a beaucoup roulé avec le client qui est aussi un ami en fait, enfin, qui est devenu un ami avec le temps. On a beaucoup roulé avec cette auto, on l'a même une fois emmené sur circuit. Donc Quel circuit? On a été à Magny-Cours. Ah, Magny-Cours avec une voiture comme ça doit être intéressant. Mais ouais. Elle manque pas un peu d'appui aéro celle-ci pour Magny-Cours? Elle manque... après l'appui aéro... Parce qu'on va vite à Magny-Cours, il y a des... Ouais, alors t'as un aileron qui sort. T'as un aileron qui sort à partir de 120. Alors c'est pas comparable à une GT3 RS. Voilà. Cela dit, et puis en plus elle est en boîte manuelle, ce qui ralentit un peu les choses. Qui les complique un peu, il y a plus de choses à faire. Dans la chronologie, je pense que cette vidéo sortira après l'essai de la GT3 RS. Très probablement, oui. Où on voit l'utilisation de la PDK et on voit la vitesse de passage des rapports. C'est fluent. Là, on est sur une boîte manuelle, donc d'un seul coup, tout est beaucoup plus lent, même si on verra qu'ils ont mis des super artifices, notamment le talon pointe automatique. La boîte est quand même assez exceptionnelle, hein, dans le passage et tout, c'est quand même très précis. C'est drôle parce que j'ai lu dans des articles de presse renommée un certain nombre de choses qui correspondent à tout ce dont on est en train de parler, mais aussi que la boîte était un peu accrocheuse, un peu ceci, un peu cela. Accrocheuse? Bah non, pas du tout. Non, mais ça c'est les gens qui sont habitués à conduire des boîtes auto qui trouvent que la boîte est accrocheuse. C'est une des plus merveilleuses boîtes mécaniques qui m'ait été donnée de... Bien sûr, elle a des verrouillages francs, mais je veux dire, ça ne demande pas... Des verrouillages francs, mais pas durs. Non. Elle est très rapide, elle est très maniable, le guidage est impeccable. On a roulé fort avec cette auto, réellement. Hein. Oui, à Magny-Cours, j'imagine. À Magny-Cours, principalement le client, mais moi aussi avec le client à mes côtés, puisqu'il voulait qu'on voit un peu le potentiel de cette auto qui finalement est quand même vouée à rouler. Hein, elle a presque 16 000 km, donc elle roule. Évidemment, c'est pas une voiture qui a une destination de piste, c'est pas une pistarde. C'est d'ailleurs ce qui est amusant, on en parlera, j'en parlerai à d'autres moments dans la vidéo, mais c'est l'ambivalence. Parce que c'est une GT3 mais 4 litres, pas une GT3 3 litres 8, c'est une GT3 4 litres, pas RS du tout, puisqu'au contraire, c'est une GT3 qu'on a transformée en cabriolet. Mais quitte à la transformer en cabriolet, on en a fait un speedster, c'est-à-dire un cabriolet à toit rabaissé, avec la capote minimaliste, le couvre-capote à double bosse. Double bosse, ouais. Et avant de prendre le volant d'une telle auto, peut-être que tu avais eu le même préjugé, éventuellement. Et à quoi peut bien servir le fait de transformer une voiture de piste, à peu près, en voiture cabriolet de tourisme? Et en réalité, quand on l'utilise, on se dit bah si, c'est logique, ça fait une voiture de route extraordinaire. Ah oui. Là encore, en quelque sorte, on s'écarte du principe qui avait été énoncé pour le Speedster en début de carrière des 356, 911 3 litres 2, etc. pour trouver une voiture plutôt orientée très haut de gamme, puisque d'emblée, la 991 Speedster n'existe que dans une seule version mécanique, en tout cas, à savoir le 4 litres issu des GT3, 6 cylindres atmosphériques, 510 chevaux dans cette version en phase 2. Les GT3 RS faisaient 520 chevaux en phase 2. Là, on a 510. C'est un moteur extraordinaire, un vrai pétard à mèche courte, absolument dénué d'inertie, fort, puissant et chantant à tous les régimes. On ne s'en lasse pas. Et c'est donc le seul moteur qui équipe la 991 Speedster, associé de manière assez curieuse, mais qui finalement convient parfaitement à ce modèle, à une boîte mécanique à 6 rapports, alors que les 991 ont une boîte mécanique à 7 rapports. Là, sur celle-ci, il n'y en a que 6. La boîte PDK, qui fonctionne très bien, qui est très agréable, n'est pas une nécessité sur route. Non. Parce qu'en fait, les vitesses de passage en quelques centièmes de seconde... Non, et puis là, tu prends du plaisir à jouer avec les rapports. Quoi. Tu conduis l'auto, tu communiques avec la machine, avec le moteur. Celle-ci a été équipée d'une ligne complète.
Alors elle fait le son est absolument sidérant. Bon. On l'essaye. Vas-y, mais prends le volant. je sais pas justement, j'avais envie de dire, Ah ouais puisqu'on inverse aujourd'hui avec ces voitures que tu connaissais avant moi et nettement mieux que moi, et que là on n'a pas fait un jeu de dupes. Parfois on connaît un peu les deux voitures, ou alors tu la connais un petit peu plus ou un petit peu moins, mais on va inverser les choses. Ok. Tu prends le volant et c'est moi qui rentre. Hop. Allez, on y va. On ouvre la partie. Alors, monter ma fenêtre. Ouais, moi aussi. Ça limite vachement l'air. Quand tu les fermes. Ouais. Ouais. C'est assez impressionnant, hein. On est dans un cabriolet, mais on n'a pas cette sensation de. Ouais. Bon, à bord, c'est une auto. Alors, en termes de position de conduite et tout, on est très proche de la GT3 RS. Hein. On a cette position de conduite qui est très chouette, même si l'auto est beaucoup plus confortable et surtout parfaitement insonorisée. Puisque bon, là, on est décapoté, mais tu vois, je suis en quatrième. Alors, je suis en quatrième à 33 km/h quand même, c'est à noter. Mais ça, ça marche, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. On l'avait noté, ce couple omniprésent déjà sur la RS. Ah, c'est un 4 litres. Hein. Mais c'est un 4 litres, voilà, il n'y a pas de miracle là. Il y a pas mal de trucs que tu peux mettre. Alors, les suspensions dures avant notre petite zone défoncée là, de test de confort, je sais pas si c'est. Les suspensions dures, j'y ai un peu goûté parce que quand tu mets le lift, ça te durcit aussi les suspensions arrière. Un petit peu. Ah ouais? Ah oui, carrément, oui. Ah, je sais. Ah oui, pour éviter qu'elles s'enfoncent. Ouais. Et donc là, en enclenchant le fameux autoclip, tu as un truc assez sympa, c'est qu'effectivement, dès que tu rentres le rapport. Ah oui, puis juste au bon niveau. Ah oui, c'est super, franchement. Alors il y a un truc rigolo, c'est des fois, quand tu mets un peu de temps Alors, ça marche très bien quand tu passes très vite le rapport. Et quand tu mets un peu de temps à passer le rapport, c'est rigolo parce que tu l'entends. Du coup, tu vois le régimoteur qui reste en attente. Ah, il reste en attente. À la position. Et donc, c'est un savant calcul entre la vitesse à laquelle tu roules et le régime dans lequel ton moteur doit se trouver au moment où tu vas rentrer le rapport. Et ça ne marche que parce que le moteur est extrêmement réactif. Ça marcherait pas si on avait un vieux V8 qui mettrait du temps à prendre ses tours. Qui mettrait 10 secondes avant de reprendre 1000 tours. Parce que quand tu le fais et que tu es en 6 par exemple, que tu approches la 5 mais qu'en fait tu rentres la 4, il change de régime. Il change de régime. Bah oui. Et ça c'est exceptionnel. Tandis qu'il y a des capteurs de régime, bien entendu, sur ces moteurs modernes. Tu vois, même en première, ça le fait. Hein. Et qu'elle sait quel rapport on quitte et quel rapport on présente, le reste c'est des maths. Exactement. C'est quelque chose, hein. C'est impeccable. L'absence d'inertie de ce moteur est... Sans aller vite, hein. Ouais. On va pas vite là. Hein. On était à 56. Et tu prends un plaisir fou à ne faire que changer les rapports. Ce sont des boîtes, je sais pas à quel point on les use, mais... Les boîtes, elles sont faites pour ça, mais... Mais tu passes ton temps à changer les rapports parce que tu prends tellement de plaisir par le bruit que génère la voiture au changement de... Enfin, le son du moteur. Le son, parce que à ce niveau-là, c'est de la musique. Quand même. Ouais, c'est de la musique. Ah ouais, c'est exceptionnel. Vraiment, Porsche a fait quelque chose d'extra. Et tu vois, là, tu comprends l'auto instantanément, quoi. Là, l'utilisation qu'on en a. Et tu vois, en étant en mode rigide, ça reste acceptable, quoi. On n'est pas... Alors, j'ai trouvé une explication. Moi, je la trouve nettement moins confortable que ce matin où j'étais resté en mode standard. Mais une des composantes de cette raideur acceptable, c'est qu'il n'y a aucun bruit parasite. Quand tu es dans une voiture à suspension raide et qu'en plus ça craque de partout, qu'il y a des trucs qui blinquent de tous les côtés dans l'intérieur ou je ne sais où, que tu entends les portes ou les vitres qui font clic, tu la trouves beaucoup plus raide. Tu la trouves beaucoup plus raide. Et la GT3 RS, tu as tous les bruits des gravillons et des machins, etc. Voilà. La boîte en plus. La boîte qui fait. Et donc en fait, d'un seul coup, la voiture, elle prend de la. Là par contre, c'est comme les sensations de performance liées au bruit du moteur. J'ai envie de perdre toutes mes dents maintenant. Je remets la suspension en mode acceptable. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire de beau là ?
ça marche est un euphémisme. Non mais franchement, Quel engin? qu'est-ce que tu veux de plus? Ben rien. Faites-moi une avec une carrosserie un peu plus discrète pour moi et un tarif un peu plus mesuré, ça me conviendra parfaitement. C'est une des meilleures voitures du monde, Ouais. franchement. Mais j'avais déjà ce sentiment ce matin en utilisant des paramétrages normaux. Bon, ce matin, là, le goudron était extrêmement froid et tout à fait mouillé. Donc, Même là, on sent qu'elle peut. Faut être prudent. on sent qu'elle peut partir, les pneus sont encore froids. Là, on n'a pas. Bon, on a accéléré, mais par contre, on n'a pas pris de risque. On est resté très prudent, etc. Et on n'a pas dépassé les réglementations. Mais on sent que déjà, juste comme ça, la voiture, tu vois, dès que c'est un peu sinueux et tout, Ça glisse. c'est une voiture de sport, je veux dire. Mais pourtant, quel châssis, enfin, quel tout, quoi. Enfin, C'est ce qui m'avait déjà frappé avec la GT3 RS, une homogénéité, une facilité, et en même temps, en permanence, un petit quelque chose qui te dit attention mon gars, ça va vraiment vite cet engin-là, donc c'est ça. garde le contrôle. Ah oui, c'est les voitures, faut rester humble. T'as faut vite fait de rester te humble. mettre ta, Mais qu'est-ce qu'elle peut t'aider en permanence d'une certaine manière, presque invisible, à la fois non, mais par la voiture, elle est- son homogénéité. Putain, ça se roule sur un filet de gaz comme ça se roule vite, mais tu vois là, tu prends du plaisir sans aller vite. C'est ce que j'ai fait ce matin. Et derrière, t'as un bruit de 911 RSR quoi. Et si tu mets un tout petit peu le pied sur le gaz, Ah oui. Elle blablote. Quelle motricité, hein, c'est dingue. ouais. Dès qu'elle est à peu près droite, Oh là 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 ça là, passe. il y a tout qui passe, ouais. Et pourtant, ça dribble un petit peu, ça fait, mais ça passe. Ça fait 510 chevaux. Ouais, 510 chevaux. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est hallucinant. Tu t'en prends le volant, Nicolas? Ouais, Alors oui, assez étonnamment, le frein à main sur les Porsche, et je me fais toujours avoir, fonctionne dans l'autre sens. ouais, faut pousser pour le Faut mettre. pousser pour le mettre, il faut tirer pour l'enlever. En alors que- revanche, dès que tu mets une vitesse, il s'enlève tout seul. Ah Et oui. ça, c'est pratique. Alors, en avant. C'est parti. Ne me fais pas trop peur, Nicolas, parce que... Non. J'ai pas envie d'abîmer un bel engin comme ça. En passager, c'est autre chose. Hein. N'est-ce pas? Quelle voiture. C'est tellement facile. Ouais. C'est incroyable. Ah ouais. En restant humble, toujours. Ah oui, en restant un, et sans aller vite. Hein. T'as vu, comme c'est bien sans aller à fond. Eh ben c'est bon, hein. Même avec du traction control, tu peux te mettre au tas. Hein. C'est trop bien, hein. C'est génial. C'est trop bien, hein. C'est vraiment génial. Et là, tu vas voir, on va rentrer, On enlève tout. on ferme le clapet. On ferme le clapet, on remet en suspension douce, on remet... Wow, tu peux laisser le talon pointe, Ouais, ça gêne pas. ça gêne pas. Mais ah, c'est addictif, hein. C'est addictif. Littéralement. je dis, Puis ça c'est- freine. On n'a c'est- pas parlé des freins. Mais Bah oui, c'est des freins de GT3 RS, hein. Ou de GT3 peut-être, enfin, mais c'est des freins énormes. alors parfois quand je roule un petit peu plus fort que d'habitude, je te regarde pour voir s'il est temps que j'arrête. Là je t'avoue, je regardais la route. Bah, parce que c'est impressionnant comme ça va vite. Ça va quand même vite et j'ai freiné parfois, même à ton goût, peut-être un peu tard. Et bien en fait,
À chaque fois, je me suis dit, mais t'as freiné tard, je suis idiot. mais t'as freiné. J'ai freiné 50 mètres trop tôt. Mais oui, bah oui, bah oui, mais c'est vrai. Regarde, freine pas. Je freine pas. Je freine. Ouais, bon, Et je freine. Et on est arrêté 30 Et mètres trop tôt. j'ai à peine appuyé sur les pédales. En fait, j'aurais pu faire ce virage et ménager le petit bout droit Exactement. et freiner à ce moment-là. Non mais le freinage il est impressionnant. C'est pourri après. C'est combien, tu vois, Ah non mais c'était gentil là, tu vois, j'ai juste mis demi-gaz, mais t'as vu ce qu'elle elle fait. est amoureuse, la voiture, elle tourne. Elle tourne et puis au moment où t'en as envie, hop, elle fait ça. Elle a les roues directrices, celle-ci, tu te souviens. Et là, on n'était pas vite. Donc les roues nous ont aidé à tourner, c'est ça qu'on sent en fait. Hop. Non mais tout de suite, vraiment je dis, c'est exceptionnel comme voiture, réellement exceptionnel. Et voilà, et maintenant on rejoint des endroits, la voie qui fait des endroits un peu plus remuants, mais c'est une auto. Là où il y a potentiellement de toute façon, des habitations, c'est vrai des maisons. parfois on est en décalage par rapport aux essais qu'on peut voir sur YouTube de certaines voitures, etc. Mais là tous les essais qui ont été faits de cette auto, on dit que c'est une auto incroyable. J'ai pas vu un essai d'un mec qui disait que c'était une auto qui était naze, quoi. Et ça se comprend, tu peux pas dire autre chose de cette voiture. Si tu aimes les autos, tu ne peux être qu'emballé. D'abord séduit, puis emballé, puis amoureux. Et pourtant, tu peux être sceptique du concept à la base. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Non, on en parlait même. Oui, on en parlait tout à l'heure. Une GT3 adoucie, décapotable, ramollie, qu'est-ce que ça peut bien apporter comme intérêt? C'est quand même curieux. En fin de compte, ça devient une extraordinaire voiture de route pour s'amuser. Et c'est probablement une des meilleures autos qui existent. Dans sa déclinaison, c'est un des meilleurs cabriolets qui existent en tout cas. Tout à fait. Ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, on est en conduite pépère, première. On regarde. Ouais, par contre, un embrayage, plein de fois, moi j'ai calé. J'ai pas mis de gaz parce que j'aime pas faire patiner l'embrayage. J'ai calé 3 fois. Ah oui? Première, troisième. Bah oui, C'est complètement normal. Ah bah oui. T'as même l'impression que l'étagement est normal en faisant ça. Ouais. Ce qui est quand même étonnant, c'est rare. Si tu passes de première en seconde puis en troisième, ainsi de suite, à 8500 tours, faut pas que tu retombes à 4000. Ah bah oui, ah bah non, et donc là, tu retombes à 7000 tours. Bah voilà. Donc quand tu changes de rapport à 2000 tours, bah tu passes à 1007 ou 1008, parce que les rapports sont très serrés. Bien sûr. D'où cette possibilité, en usage normal, comme ça, là, 3000 tours, troisième, 1500 tours. Ça paraît normal. Et cinquième, 1400 tours. Ouais, non, mais... Donc tu utilises une vitesse sur 2 en ville. T'économises les roulements et les pignons. Plein de choses. Non, t'économises rien, mais par contre... T'économises un peu l'embrayage. Ouais. Et un peu les synchros, mais enfin bon, quand tu passes une vitesse à 2-3 000 tours, c'est du beurre tout ça. Ouais. La capacité de cette auto à faire beaucoup de choses est assez incroyable. On a envie d'en avoir une, quoi. On a envie d'en avoir une. Alors, moi j'ai de la chance parce que, esthétiquement parlant, l'extérieur n'est pas tout à fait à mon goût. Tu sais que j'ai un peu de mal avec les autos modernes, elles sont toujours... Je les trouve souvent un peu trop grosses, un peu trop... Bah tu vois, moi je trouve qu'elle a la capacité et la qualité de ne pas avoir les défauts esthétiques d'un cabriolet. Oui. Particulièrement découvert. Oui, il y a de très rares voitures qui sont aussi jolies en coupé qu'en cabriolet parce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre et qu'elles ont été dessinées dès le début ainsi. C'est le cas de la Type E, Jaguar Type E, coupé cabriolet et cabriolet roadster. Je les trouve aussi belles l'une que l'autre. La MGB, qui est une petite auto que j'aime beaucoup. MGB et MGB GT coupé sont à mon goût aussi jolies l'une que l'autre. Mais en revanche, tu prends une voiture somptueuse comme la Maserati Ghibli. Ouais. L'original bien entendu, de 67-68. Le speeder. Non mais c'est pas la seule malheureusement. Et pourtant c'est une auto incroyable. Et je comprends les gens qui en ont, etc. Parce en cabriolet, en speeder je parle de la 430. Je pense à une 430 Spider. Oui. C'est des autos. Malheureusement, dans la pureté de la ligne, tu perds tout. Tu perds beaucoup de choses. Mais après, on n'a pas tous les mêmes goûts. Ça va au-delà du goût en fait. D'une certaine manière, ce sont des autos qui sont réellement exceptionnelles. Une F430 Spider, c'est une voiture incroyable. Par contre, dans le design, par rapport à une coupée, c'est incomparable. C'est ça. C'est incomparable. On est d'accord. Et là, je trouve que cette auto, elle arrive à réunir les deux points.
tu sais ce que je ferais, moi, si ça existait encore, ces autos-là chez Porsche, et après, évidemment, avoir premièrement joué l'auto et ensuite gagné. Parce que je peux pas dire quand je serai grand, moi, hein, je le suis déjà. Oui, bah, enfin, moi je peux pas dire quand je serai grand parce que je suis réaliste. Tu vois, faut aussi. Je commanderais une 991 Targa montée comme ça, avec un moteur GT3 et, ah oui, oui, ok. et une boîte mécanique. Là, bah, oui. on aurait la voiture qui s'ouvre suffisamment, l'élégance, le sport. Mais je te comprends parce que la Targa, c'est et ce sera toujours l'une des plus belles carrosseries. Sincèrement, je trouve cette auto belle. Moi, la 991 Speedster, je la trouve belle. Et tu sais, et tout le monde le sait ici, que quand il y a des autos que je trouve pas forcément belles, j'ai pas de mal à le dire. Courant. On a... Ouais, je me permets de le dire. Bah, c'est le but. Ça sert à rien. C'est pas d'être hypocrite. L'intérieur, on n'en a pas parlé. Et pour le coup, parfait. Ouais. Alors, j'ai noté qu'il était écrit, enfin non, Exclusive Manufacture. Dans le Exclusive Manufacture. Donc ça veut dire que le cuir, la couleur du cuir, la texture du cuir et quelques finitions, probablement comme ces accoudoirs ou ces choses-là, sont sur mesure. Sont sur mesure spécifiques. Oui. Alors ça c'est nouveau chez Porsche, mais tu peux avoir des éléments qui dépendent du département Exclusive Manufacture, mais qui sont au catalogue. Néanmoins, là il y a des choses qui sont en exclusive, mais je ne veux pas dire de bêtises. La baguette qui fait le tour ici, qui est peinte couleur carrosserie, c'est normalement de série sur certaines couleurs. Et c'est Exclusive Manufacture sur des catalogues, sur des couleurs qui ne sont pas au catalogue de base. Tu peux à peu près tout faire chez Porsche, après c'est sur mesure, et surtout dans ces dernières années ça a progressé. Et en tout cas oui, elle a eu un traitement spécifique, celle-là a eu un traitement spécifique pour certaines raisons, mais que je ne connais pas par cœur, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Oui, moi non plus, je comparerais d'ailleurs avec nos différentes images. Ce volant ne me rappelle pas celui exactement de la GT3. Non, mais c'est le volant des Speedsters pour moi. C'est le volant des Speedsters spécifiquement. D'accord. Avec ce fond noir et le rappel du midi, cognac comme l'intérieur. En tout cas, le mélange de classicisme, de modernité, juste ce qu'il faut, de chic et de sport, l'équilibre est absolument parfait. Ah oui, la voiture est... En fait, la voiture est très équilibrée, sur tous les plans, finalement. Voilà. À l'extérieur, c'est, une fois encore, j'adore les détails, tu vois, je trouve que cette grille est très jolie. J'aime la façon dont cette partie a été traitée ouais, en allégeant un peu les choses. Ça a même un côté Targa, finalement. Voilà, les jantes sont magnifiques. Les feux, assez fins, pas immenses comme on le fait aujourd'hui, d'un dessin très classique. Voilà. Après, l'ensemble finit par faire quelque chose d'un peu trop volumineux à mon goût. Ouais, voilà. c'est vrai que c'est une grosse 911 et moi je la trouve relativement équilibrée, je la trouve très belle. Mais bref, ça c'est les goûts, les couleurs, on n'y arrivera jamais. Mais c'est un sujet. Non, ce sera personnel, je veux dire, ce sera toujours personnel. Ouais. Parfois partagé, mais... Comment on appelle nos amis youtubeurs, nos viewers. Nos auditeurs sont invités à faire des commentaires sur le style de cette auto et de celle qu'on essaye en général, puisque on en parle toujours. Ouais, en fait. Mais on donne toujours notre avis, quoi. Et donc notre avis n'est jamais que le nôtre, quoi. Exactement. Et on serait bien curieux de connaître l'avis de nos amis. Merci Nicolas de m'avoir apporté cette auto que je connais si bien et que j'aime autant. Elle était de passage par ici parce que normalement elle est dans un autre garage CarsUp. Effectivement, elle est à la conciergerie de Fontainebleau. Tu as d'autres autos comme ça à m'amener, n'hésite pas. Eh bien, ce sera toujours un plaisir. Allez, je vais m'y employer. À bientôt. Salut Sam. Eh bien, comme d'habitude, nous allons reconduire cette belle auto là où nous l'avons prise. Allez, en voiture. Cette vidéo test CarsUp est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu. En tout cas, moi je peux vous assurer que j'ai adoré essayer cette voiture. Elle est parfaitement addictive. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos et même être prévenu en temps et en heure, n'hésitez pas à activer la petite cloche et donc à vous abonner à notre chaîne YouTube CarsUp. Et par ailleurs, n'hésitez pas non plus à liker, à partager et à commenter. C'était Nicolas pour CarsUp. À bientôt. Merci.